le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum. Aujourd'hui, un épisode spécial. Il s'agit d'une conversation avec Madina de Halal Love autour d'un sujet qui a été très demandé. Je vous attends en commentaire pour me dire si ce format vous plaît. Bonne écoute. Qu'est-ce qu'une addiction au contenu pornographique et en quoi finalement c'est une addiction? Et c'est le piège en fait, c'est qu'il y a souvent il y a des familles qui disent ah oui, alhamdoulilah, chez moi il y a pas ça, ça ne nous concerne pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne vous concerne pas et qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça ne vous concerne pas. À un moment donné, ne pas reconnaître la souffrance des autres, c'est une manière d'entretenir la souffrance. Allons à l'origine, en tout cas, de la souffrance. Et puis après, pour la soigner, effectivement, on utilisera tout ce qui est à notre disposition, parce qu'en tant que croyant, eh bien, on a la conviction que l'âme, le corps et l'esprit, le cœur, sont liés, et il faut pouvoir apporter une guérison à tous ces endroits-là, en fait. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Il y a des sujets qu'on ne préférerait jamais aborder. Parce que cela va chercher trop loin, parce que c'est un mal dont on se passerait bien, parce qu'il est difficile de creuser ainsi l'intime de nos vies pour la grande pudique que je suis. Mais le silence, la honte, la chouma, cela n'a jamais résolu quoi que ce soit. Par ailleurs, la bienveillance de mon invité, ses précieux éclairages et retours d'expérience n'ont fait que confirmer la nécessité d'aborder le sujet et surtout, de vous le partager. Zina Hamzaoui est une sage-femme et sexologue française qui exerce en Belgique. Au fil des années et des difficultés rencontrées, sensibiliser sur la sexualité et soigner les souffrances qui y sont liées a fini par s'imposer. Dans notre conversation du jour, nous avons choisi de revenir sur une dérive en particulier, la pornographie. Vous comprendrez très vite pourquoi c'est une problématique qui touche malheureusement notre communauté. En quoi est-ce une addiction? Comment accompagner les personnes qui en souffrent? Et enfin, quels sont les moyens de protéger son foyer de ce mal avéré? La semaine prochaine, on abordera plus en profondeur le terme chouma et vous saisirez en quoi ces deux réalités qui semblent très éloignées sont bien plus liées que ce qu'on pourrait penser. Sans plus tarder, je vous laisse plonger dans une conversation qui, je l'espère, exulte la pudeur et la rahma, deux valeurs qui nous tiennent tous très à cœur. Je vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zina, comment tu vas? Comme salam Madina. Écoute, alhamdoulilah, super, contente de te rejoindre dans cette aventure du podcast. Bon, écoute, je suis ravie aussi. Tu as été très demandée, Zina, sache-le, par les auditrices. Donc, mashallah, tu es connue et reconnue pour ton travail. Et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté d'aborder un sujet avec moi, qui est un sujet qui est important, qui est un sujet qui peut sembler lourd, parce qu'il l'est dans ses conséquences et dans sa réalité, et on se doit d'en parler. Zina, toi et moi, aujourd'hui, on va parler de la pornographie et de la culture du chouma et du lien entre les deux, en fait. Ouais, c'est vrai que de prime abord, il y en a qui pourraient dire, justement, c'est complètement paradoxal qu'il n'y a aucun lien entre les deux et que, voilà, on va pas vraiment comprendre l'intérêt. Sauf qu'en fait, dû, on va dire, à mon quotidien, ma pratique en tant que clinicienne, je fais le lien très facilement, heureusement, malheureusement, j'ai envie de dire, mais il y a beaucoup, beaucoup à dire. Et là, c'est vraiment aussi destiné autant aux femmes qu'aux hommes et aux parents aussi, parce que c'est un sujet dont très peu de parents parlent à leurs enfants, parce que justement on a tellement peur de ça que on se dit que le fait de pas en parler c'est une manière de protéger nos enfants, etc. Mais bon, on va pas trop spoiler, on va arriver tout doucement dans le thème.
Non, mais c'est parfait parce que tu nous as clairement fait le chapitrage, le séquençage de cette conversation. Donc, c'est très bien et ça permet, de voir un petit peu les sujets qu'on va aborder, pourquoi c'est important de les aborder. Et puis, ça permet effectivement de réinsister sur le fait que c'est un sujet qui concerne tout le monde, notamment le public musulman que nous sommes. Et pour ce faire, j'aimerais bien redonner un peu de contexte, un peu de chiffres, parce que vraiment, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Les personnes qui, comme toi, prennent la parole sur ce sujet, qui sont de confession musulmane, parfois se voient se voient un petit peu répondre que c'est pas important, on ne devrait pas parler de ça, etc. Or, la réalité, c'est que c'est pour moi, en tout cas, et il me semble que tu me rejoins sur ce propos, là, on est sur une urgence sanitaire, quoi. Tout à fait. Quelques chiffres pour que les gens comprennent bien. Selon certaines études, sur Google, une recherche sur 4, voire sur 3, concerne des contenus pornographiques. Ouais, C'est énorme. tout à C'est fait. énorme. Ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, toujours selon certaines études, parce que ça varie, mais les pays musulmans seraient parmi les pays les plus consommateurs de ces contenus-là. Mhm. C'est un problème. Et la troisième information que je souhaitais donner, ça, je l'ai lu il y a quelques années, mais je l'ai retrouvé dans le livre que tu as publié, dont on va parler. C'est que durant le mois du Ramadan, Mhm. et ça me fait toujours beaucoup de peine de le dire ou de le lire, les sites qui hébergent ces contenus pornographiques crachent un peu, c'est-à-dire chute, leur nombre de visites chute la journée. Et le drame, c'est que ça remonte après le ftoul, en fait, après Maghreb. Et si avec tout ça, on n'a pas compris qu'on était concerné par le sujet, Mhm. c'est que ça va pas, quoi. Tout à fait. C'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes en fait et qui décrivent une réalité qui nous concerne toutes et tous aujourd'hui. Tu parlais on va dire de crise sanitaire. C'est pour moi, on va dire, ce discours et ces informations liées à la pornographie, c'est un sujet de santé publique. Et tout le monde devrait se sentir concerné. Donc il y en a qui vont dire mais moi, je veux dire, je regarde pas de porno, donc je vois pas l'utilité de parler de ça. Mais on a tous et toutes des enfants, des ados autour de nous, même si ce sont pas nos propres enfants. Dire en tant que oncle ou tante, en tant que je sais pas moi animateur dans une école, en tant que voisin voisine, en tant que prof, j'en sais rien. C'est de la sensibilisation qu'on doit faire. Dans mon livre, je dis le fait de ne pas parler de sexualité à des enfants aujourd'hui, c'est de la non-assistance à personne en danger. On est vraiment dans cette situation. C'est-à-dire que on pense, quand ça va bien pour nous en tant qu'adultes, on a l'impression que ça va comme ça pour tout le monde, que on a tous la même réalité, que on est tous confrontés aux mêmes problématiques, que c'est très simple de résoudre une difficulté, etc. On n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous le même environnement. On n'a pas tous bénéficié de la même éducation, on n'a pas tous bénéficié de la même instruction, on n'habite pas tous dans on va dire dans les mêmes régions, on n'a pas tous forcément eu on va dire une personne plus âgée qui nous a un petit peu boosté, accompagné pour nous dire écoute ça c'est important, ça l'est moins, ça fait attention, qui nous a vraiment conseillé, et, voilà guidé. On n'a pas tous eu ça. Et donc aujourd'hui le fait ça est trop tard pour vous, vous avez entendu ces chiffres, donc maintenant vous devez euh, vous outiller pour justement faire en sorte que ces chiffres puissent baisser à l'avenir. Et c'est tout à fait possible parce que si il y a une attitude très défaitiste, des personnes qui disent ouais de toute façon c'est fichu, ça y est c'est installé, on est maintenant en 2023 et donc voilà c'est perdu d'avance et c'est comme ça. Non, en fait on a cette obligation de moyens. On ne sait pas si les choses elles vont Mhm. changer, mais en tout cas on doit œuvrer pour essayer que ça change. Et c'est pour Mhm. ça que je dis vraiment c'est un problème de santé publique parce que les conséquences elles sont importantes. On sous-estime, et ça c'est toute communauté confondue, on sous-estime l'importance d'une bonne santé sexuelle. Et la bonne santé sexuelle, elle commence en fait dès l'enfance, dès la petite enfance, le fait de pouvoir protéger les enfants par rapport à leur intimité, par rapport à leur corps, le fait de mettre des limites entre enfants, de mettre les limites entre enfants et personnes adultes, le fait de répondre à leurs questions, le fait de les sensibiliser par rapport aux questions liées aux émotions, au désir, à l'amour. Tout ça, c'est l'éducation sexuelle parce que pour plein d'adultes, quand on parle d'éducation sexuelle, c'est directement rapport, euh, position, pénétration, jouissance, etc. Non, mais on n'est pas là-dedans en fait avec les enfants et même les ados. On devrait même pas arriver à ce vocabulaire-là si en amont on avait préparé le terrain.
Et petit à Mmh. petit, quand ce terrain, il est vraiment bien installé et que l'enfant est en confiance, de lui-même, il va venir poser ses questions. De lui-même, il va venir se confier. De lui-même, il va pouvoir même venir aborder la question de la pornographie. Chose Mmh. qui paraît impensable pour la majorité des parents. Ah bah oui, je pense que c'est très très difficile de s'imaginer ça, mais tu sais pourquoi? Enfin, je me dis que tu l'as très bien dit, tu as dit qu'en fait, avant de parler de position ou autre, il faut aborder certains sujets avant pour les enfants et pour les ados. Mais j'ai envie de te dire pour les parents aussi, en fait. Je pense que si justement on a autant de difficultés Bien sûr. à aborder ce sujet-là, c'est parce que même pour nous en tant qu'adultes, c'est un nous général, même pour nous en tant qu'adultes, ces bases-là, elles sont pas claires en fait, elles sont pas très bien posées. Donc en fait, c'est toujours pareil, on peut difficilement parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et la deuxième chose, c'est que tu sais, tu disais qu'on a cette obligation-là de prendre la parole et de sensibiliser. Ben, je te remercie parce que tu vois, dès le départ, tu poses et tu rappelles que on est une communauté. Parce que ça, c'est de l'ordre de la Oumma, en fait, hein, clairement. C'est une obligation religieuse que l'on a de se faire le rappel entre nous, de se porter entre nous pour qu'on soit une communauté plus forte, plus solide. Et la dernière chose, c'est que tu disais qu'effectivement, ne pas aborder le sujet, en gros, c'est laisser le problème s'installer. Mais encore une fois, ça c'est très propre aussi à la religion. C'est-à-dire que par exemple, quand on parle pas de Dieu, bah quelqu'un va prendre sa place en fait. Si on n'aborde jamais le terme de la religion dans un foyer, dans une vie, Mhm. la nature a horreur du vide. Mhm. Quelqu'un d'autre va s'installer à cette place-là et c'est grave. Et ben pour les questions de la sexualité, faut dire que c'est exactement la même chose. Si toi t'es pas là pour apporter des réponses, Ouais. t'inquiète pas que ce vide va être rempli. C'est pas juste il se passe rien en fait. Tout à fait. Par rapport au premier point que tu disais, avant même de parler d'éducation sexuelle, c'est vraiment déjà de travailler avec les parents. Faut savoir que les parents ont beaucoup plus de facilité à s'intéresser à ces questions-là pour protéger leurs enfants, mais on revient très très vite. Avant de pouvoir parler de sexualité avec vos enfants, il faut que pour vous déjà, on travaille en fait votre rapport à la sexualité. C'est quoi la sexualité dans votre vie? Qu'est-ce que vous pensez de la sexualité de manière générale? Est-ce que pour vous ça relève du dégoût ou du plaisir? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces questions? Et si vous-même en tant que parent vous avez des difficultés, ou voire vous avez de la colère vis-à-vis de cette sexualisation de la société, etc. Chose qui peut être tout à fait légitime, hein. Eh ben on va devoir travailler là-dessus avant de pouvoir vous outiller pour pouvoir éduquer à la sexualité vos enfants. Pourquoi? Parce que l'éducation sexuelle, elle se fait de manière implicite au quotidien. Elle se fait de manière inconsciente au quotidien. C'est-à-dire que si le parent est pas du tout à l'aise avec les questions, l'enfant va le ressentir. Il va dire ok, ici il y a pas de place, il y a pas de place pour les questions. Du coup, bah mon ami Google va venir me répondre, mes amis à l'école, etc. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est beaucoup plus facile. Par exemple, j'ai un collègue avec lequel on anime des ateliers d'éducation à la pudeur et à la sexualité qu'on anime en ligne et en présentiel. Et les parents s'inscrivent assez facilement en mode oui, je veux vraiment protéger mes enfants. Et très vite au cours de l'atelier, ils se rendent compte que ok, en fait, avant même de parler de sexualité avec mes enfants, je vais devoir faire un travail sur moi. Chose à laquelle j'étais pas du tout sensibilisée, que je savais pas du tout, parce que voilà, on répète des choses de génération en génération. Et aujourd'hui, personnellement, je constate que la génération actuelle, elle a pris conscience qu'elle doit changer les choses et qu'elle ne veut plus, on va dire, répéter les erreurs du passé. Elle se sent, on va dire, motivée pour devenir vraiment, on va dire, ambassadrice de cette éducation sexuelle par, on va dire, responsabilité communautaire, par responsabilité parentale. Et donc, voilà, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un éveil des consciences. Et si ça peut passer par cette éducation sexuelle dans un premier temps vis-à-vis des enfants, bah, ce sera le début du travail et tant mieux. Ben, alhamdulillah, c'est une bonne chose. Dis-moi, Zina, avant qu'on aille plus loin sur les thèmes qu'on a évoqués, est-ce que tu peux juste nous redire un petit peu quel est un peu ton, pas forcément ton parcours, mais quel est ton domaine d'expertise aujourd'hui? Depuis combien de temps t'exerces pour que les gens réalisent vraiment justement à quel point tu parles d'expérience? Ouais. Alors, je suis diplômée en tant que sage-femme depuis 2013.
et je bosse depuis 2013 en tant que sage-femme. Je me suis directement installée à mon compte sur Bruxelles. Et avant même de finir mes études de sage-femme, j'ai commencé à m'intéresser à la sexologie. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait des femmes qui venaient très facilement me voir lors de mes stages à l'hôpital ou à la mosquée, dans mon cercle d'amis, etc., pour me poser des questions en lien avec l'intimité, le désir, les douleurs, des problèmes de couple, etc. Et puis moi à ce moment-là, j'étais pas encore mariée et je me disais, normalement ces questions-là, elles auraient dû les étudier avant de se marier, avant de se mettre en couple. Et je me rendais compte qu'en fait, il n'y avait pas du tout ou très peu de préparation au mariage et de préparation à la vie intime. En tant que curieuse que je suis, moi j'ai commencé à vraiment me renseigner sur le sujet et j'ai vraiment pris plaisir à étudier ces points-là et donc je me suis dirigée vers un certificat universitaire en tant que sexologue clinicienne. Et de là, j'ai commencé à faire de la thérapie individuelle de couple et très vite des ateliers pour les groupes, groupes de femmes dans un premier temps, puis groupes de parents, puis groupes d'ados. Et j'ai vu que malgré le fait qu'au début on me dit ouais ça va jamais prendre, on n'a pas besoin de ça dans la communauté, c'est trop chômage, etc. Ah bah, on dirait toujours la même chose, hein. Exactement. Et ben ça a vite pris, alhamdoulilah, et ça porte ses fruits. Je vois vraiment que il y a des prises de conscience, il y a des couples qui se réconcilient, il y a des femmes qui se réconcilient avec leur féminité, avec leurs désirs, il y a des enfants qui comprennent que voilà les questions intimes, elles existent chez nous, qu'elles sont légitimes, mais qu'il y a une manière de les aborder et que c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est anesthésié émotionnellement et sexuellement, que du contraire, et que justement tout ceci peut tout à fait prendre sa place quand on y met une bonne intention, qu'on y met un cadre et qu'on y met surtout du sens. Et ça change tout. Et donc voilà, petit à petit, le travail de sexologue, il a pris le dessus, on va dire, sur le travail de sage-femme. Donc je travaille toujours en tant que sage-femme. Mais voilà, il y a des journées où je fais beaucoup plus de thérapie que de suivi de grossesse ou que de visite à domicile, par exemple. D'accord, c'est hyper intéressant cette évolution-là, qui parle c'est une évolution sociétale en fait que tu marques là. Donc machin, je trouve ça très intéressant. Si on s'intéresse et si on rentre dans le dur du sujet des contenus pornographiques, ma première question, pour que justement on installe un petit peu cette réalité, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'une addiction en fait au contenu pornographique et en quoi finalement c'est une addiction? D'accord. Alors l'addiction, elle s'installe au fur et à mesure sans qu'on s'en rende compte. C'est tout le concept de l'addiction. En fait, c'est souvent les gens disent oui, jusqu'ici je contrôlais et puis à un moment donné je contrôlais plus. C'est toute la signification de l'addiction. C'est un comportement qui se développe malgré soi et dans lequel on a besoin. Donc là on parle de besoin et plus d'envie. On a besoin de revenir pour soulager un mal-être. Et sans de réponse à ce besoin, le mal-être grandit, prend plus de place et peut devenir vraiment une source de souffrance physique et psychologique. Donc il y a plein d'addictions différentes. Il y a l'addiction qu'on connaît tous à l'alcool, aux jeux d'argent, aux relations sexuelles, l'addiction au cannabis, l'addiction au portable. C'est une des addictions les plus courantes aujourd'hui. Mais comme elle est socialement répandue et acceptée, on n'a pas conscience qu'il s'agit d'une addiction. Donc l'addiction, c'est vraiment le fait d'avoir besoin d'un comportement pour soulager un mal-être et que sans cette pratique-là, la souffrance pourrait s'installer. Et donc, qui dit addiction dit que voilà, à un moment donné, il va y avoir répétition du comportement au point où ça va avoir des conséquences, ça va nous isoler, ça va dégrader l'image qu'on a de nous-mêmes, ça va dépendre de quelle addiction on va parler, parce que j'en ai cité plusieurs, mais là, pendant l'addiction à la pornographie, ça va complètement changer notre perception et notre conception de la sexualité. Donc on pourra revenir dessus par la suite. Ouais, complètement. Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que je trouvais que c'était important de rappeler qu'effectivement c'est une addiction qui fonctionne comme les autres, avec ce plaisir qui se transforme en détresse, l'isolement qui arrive, la dépendance où on est finalement pris au piège. Et ça, je trouve que c'est très très important de le préciser parce que justement avant qu'on lance l'enregistrement, tu me parlais des coachs sexuels. Je ne savais pas ce que c'était, mais tu m'as un peu expliqué. Et il me semble que finalement il y a beaucoup
de personnes qui donnent des conseils au niveau de la sexualité, qui vont te dire mais regardez ce contenu-là, dès lors où votre partenaire il est consentant, c'est très bien, etc. Alors que la réalité, c'est que tu l'as très bien dit, au début tout va bien et puis après tu contrôles plus en fait. Tout à fait. Et c'est en ça qu'il faut pas prendre ce sujet-là à la légère. Donc je te remercie d'avoir éclairci le sujet, de l'avoir bien défini parce que c'est important pour la suite. Ma deuxième question, c'est, et pareil, on en a un petit peu parlé en off et je pense que ce serait super intéressant que tu en parles ici. Est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui rencontrent ce type d'addiction en termes d'âge, en termes de genre, en termes de classe socio-professionnelle, d'origine culturelle? Est-ce que toi, tu as vu des choses se dessiner là-dessus? Alors, il y a tout type de personnes qui souffrent d'addiction à la pornographie. Ça concerne pas une tranche d'âge particulière ou un sexe particulier. Ça concerne autant, ça concerne plus les hommes que les femmes dans ce qu'on constate dans le quotidien. Parce que s'il y a un grand tabou lié à l'addiction à la pornographie chez les femmes. C'est vu qu'on parle souvent de les hommes ne pensent qu'au sexe, les hommes regardent ça tout le temps, etc. Les femmes qui sont addictes à la pornographie vont avoir beaucoup plus de difficultés à dire clairement ouais je regarde du porno, même si les hommes il y a très peu d'hommes qui vont dire d'emblée oui je regarde du porno et waouh c'est génial. Enfin c'est tout le concept de l'addiction, c'est une souffrance et ça renvoie une image négative à la personne, c'est pas quelque chose dont on parle facilement. Donc après en consultation, il y a plus d'hommes qui consultent pour addiction à la pornographie que de femmes. Ça veut pas pour autant dire que les femmes ne sont pas concernées. C'est vraiment ça que j'ai envie qu'on retienne. Après ça touche toutes les communautés confondues et toutes les couches socio-économiques confondues. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est à l'abri, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est à l'abri. C'est pas parce qu'on a étudié, qu'on a un master, un doctorat qu'on est à l'abri, ou qu'on est ouvrier, qu'on est artisan, qu'on est à l'abri. Ça concerne tout le monde. Et c'est tout on va dire tout l'enjeu de cette éducation sexuelle, c'est que justement, on peut pas se dire ah ça concerne juste un petit groupe de personnes, donc c'est ciblé. On doit vraiment travailler, on va dire, avec un large public, parce que l'addiction elle peut s'inviter chez tout le monde. Et c'est le piège en fait, c'est qu'il y a souvent il y a des familles qui disent ah oui alhamdoulilah chez moi il y a pas ça, ça ne nous concerne pas. Et là ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne vous concerne pas? Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça ne vous concerne pas? Ça peut tout à fait ne pas vous concerner. Alhamdoulilah, il y a justement, il y a des familles, des environnements où le fait d'avoir fait tout un travail au préalable fait que la pornographie ne prend pas place dans ce foyer-là, parce que les jeunes et les moins jeunes en connaissent les conséquences, en connaissent le mécanisme d'installation et du coup savent s'en protéger. Mais quand on n'a pas mis tout ça en place, personne ne pourrait dire ça ne va pas nous concerner. Oui, avec certitude, en tout cas, oui, de Exactement. dire ah non, moi ça c'est sûr, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est souvent ce qui est dit lors des consultations, c'est jamais j'aurais cru que ça allait arriver chez moi. Jamais j'aurais cru que mon fils regardait ça. Jamais j'aurais cru que mon mari regarderait ça. Ou jamais j'aurais cru que mon épouse ou que ma fille. Tout ce que je vais dire peut autant être pris au masculin qu'au féminin. Comme ça, voilà, on regarde un peu le truc. Non, mais c'est important que tu parles de cet effet de surprise et que tu insistes aussi sur le public féminin, parce que je lisais un livre qui s'appelle Love You, Hate the Porn. Donc en fait, c'est deux chercheurs américains qui ont fait un focus et qui ont fait un ouvrage sur les conséquences dramatiques, on en parlera, Inch'Allah, les conséquences dramatiques de la pornographie au sein du couple. Ouais. Et moi, ce qui m'a choquée, mais vraiment, c'est qu'ils sont partis du principe que seuls les hommes étaient addicts à la pornographie. Et ça m'a fait mal pour les femmes, parce que je me suis dit, vous êtes en train de les enterrer deux fois. Ouais. Parce que déjà qu'une femme, elle se dit, déjà une femme qui a juste des besoins sexuels, elle a l'impression qu'elle est pas normale, parce que la majorité de ses copines lui disent, ah ben moi, j'aime pas trop ça, Ouais. c'est plutôt mon mari qui demande. Mais alors en plus, dans un ouvrage où on est censé aider les gens à aller mieux, elles y apparaissent même pas. On part du principe que vous êtes vraiment une anomalie, parce qu'on n'a même pas besoin de parler de vous, parce que a priori vous n'existez pas, et si vous existez, c'est que vous êtes véritablement une anomalie. Et franchement, ça m'a fait du mal pour les femmes, parce que la réalité c'est que la société elle est hyper sexualisée, et que cette hyper sexualisation, bah potentiellement elle a des effets sur tout le monde en fait. Tout à fait. Et le fait d'avoir un discours très genré, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les femmes, c'est la meilleure des manières
d'exclure effectivement ceux qu'on ne cite pas, et c'est la meilleure manière de faire encore plus culpabiliser les personnes qui souffrent. Mais c'est Alors ça. que une personne quand elle souffre d'une addiction, à un moment donné, il lui faut du temps hein, pour prendre conscience qu'elle est addicte. Ça, c'est une première étape. Mais à partir du moment où elle a eu cette prise de conscience, le fait de pas se sentir reconnue là-dedans, c'est une manière encore plus de la pousser on va dire, à rester dans cette difficulté. C'est comme Mhm. l'image que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui est en train de se noyer, et plutôt que de lui lancer une bouée, tu lui dis ah tu vois je t'avais prévenu de pas sauter. Et donc à un moment donné ne pas reconnaître la souffrance des autres, c'est une manière d'entretenir la souffrance. Et venir avec un discours de voilà a'udhu billah c'est haram, il fallait pas vous y mettre, la personne c'est bon, elle le sait ça. C'est pas une manière bienveillante de justement l'aider à sortir de cette difficulté. C'est pas une manière de la soulager. Et ça, c'est quelque chose, c'est un discours très moralisateur qu'on a et qu'on entend encore énormément. Et en tant que personne qui, voilà, pour une personne qui souffre de ces problématiques-là, entendre ce type de discours, ça peut être une des meilleures manières de rejeter aussi tout discours religieux. Parce que Mhm. donc en gros c'est bon, enfin je suis châtié, je suis promis à l'enfer et je suis un mauvais croyant, un mauvais musulman. Donc finalement ça peut même aller loin, hein, ça peut créer un mal-être tellement profond que moi j'ai déjà rencontré des personnes avec des on va dire qui ont pensé à se suicider tellement qu'ils étaient dans une vraie souffrance psychique. Donc Mhm. il faut pas sous-estimer les conséquences d'un discours moralisateur. Oui. Tu parlais tout à l'heure de responsabilité communautaire. On parle encore trop peu de la santé mentale dans la communauté. Tu vois, caricaturalement, c'est quelqu'un qui va voir un psy, c'est quelqu'un de dérangé, quelqu'un qui est tapé, quelqu'un qui est, tu vois, c'est vraiment pour les fous. On pensait que c'était une croyance que seules les générations d'avant avaient, mais non, ça nous concerne encore nous, notre génération et la génération suivante. Euh, Mhm. c'est du coup le fait d'être dans une ambiance comme ça où tu vois on va se moquer de la santé mentale ou bah une personne qui va vraiment mal elle va se dire ok bah tu sais quoi je vais me faire tout petit toute petite je vais pas dire que ça va pas parce que rien que quand j'entends mes amis ou je sais pas moi des personnes qui parlent comme ça euh, sans qu'elles sachent que moi je vais pas bien, elles disent déjà des choses qui me font mal. Mais alors, Mhm. qu'est-ce que ce serait si elles savaient que moi, en fait, j'étais mal et que j'avais besoin d'aide? Comment est-ce que je serais dénigrée? Comment est-ce que je serais rabaissée? Alors là, je te parle de santé mentale, je te parle même pas de santé sexuelle. Hein. Donc, Oui, bien sûr, t'imagines bien sûr. arriver à dire, écoutez, en fait, j'ai un problème d'addiction et donc j'en souffre. Et des personnes qui disent, mais ça, c'est inimaginable de pouvoir dire ça à un confident ou à un groupe ou à un imam ou à une personne référente parce que on sensibilise que trop peu à la santé sexuelle et qu'on en a fait tellement un tabou et tellement un sujet honteux qu'on laisse en fait on entretient la souffrance des gens indirectement. Ah oui, puis on soigne rien du tout en fait. Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est la conversation que j'ai eue avec Abdesalam Hassani et qui a cité un hadith justement du prophète sallam avec un jeune homme qui était venu le voir en lui disant mais j'ai envie de commettre la fornication et tout le monde à côté a dit quoi, comment, c'est un scandale, etc. Je paraphrase hein. Ouais. Et la seule personne qui a su le tempérer, eh ben, c'est le prophète sallam qui est notre exemple absolu, Mhm. qui lui a dit de se rapprocher et qui lui a soigné le cœur. Ouais, tout à fait. Et bah, c'est ça qu'on doit, c'est ça qu'on doit retenir. On n'est pas en train de dire qu'il faut taper des mains en disant Mazel Tov, c'est super. C'est pas du tout ça le propos. Tout Mais à en fait. tout cas, dire c'est mal, c'est mal, c'est mal. Ouais. Vraiment, l'exemple de la bouée que tu as évoqué, c'est exactement ça. Ça n'aide pas en fait. Tout à fait. Et moi, j'aime beaucoup ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où justement il apaise ce jeune homme. Et d'abord, ce qu'il fait, c'est qu'il va l'écouter. Ensuite, il va reconnaître son besoin. Il lui dit pas ah non ce besoin-là c'est complètement farfelu, t'es complètement dingue et c'est pas possible que tu ressentes ça. Donc il l'écoute, il reconnaît et puis il conseille. Mmh. Dans ce qu'on voit
on va dire, dans le discours grand public, qui a eu pignon sur rue depuis quelques décennies, c'est directement le jugement et l'étiquette de hop, ça c'est de la perversion, voilà, que Dieu nous en éloigne, et puis vraiment voilà, de pointer du doigt cette perversion et d'apporter aucune solution. Mhm. Bah, tu vois, quand t'es jeune, même moins jeune, hein, que t'as pas voilà, ce bagage spirituel, que t'as pas ces outils-là, que t'es démuni, t'entends ça, mais en fait, tu te sens jugé, tu te sens un moins que rien ou une moins que rien, et t'as juste envie de disparaître. Et du coup, bah, on va dire, alhamdoulilah, de pas forcément vouloir disparaître de la terre, d'avoir quand même encore un peu, en tout cas, d'envie de vivre, mais en tout cas, de ne plus côtoyer ce milieu-là, ce milieu religieux-là, parce que à chaque fois, ça te rappelle, on va dire, le mal que tu es en train de commettre, et du coup, ça fait augmenter ta culpabilité. Mhm. L'addiction, je l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que la personne, donc, elle va souffrir de cette dépendance à ce comportement-là qui la rappelle toujours, malgré la motivation qu'elle peut avoir à vouloir sortir de cette situation. Et c'est pour ça que ça nécessite l'aide, une aide extérieure. C'est-à-dire que souvent c'est ouais mais fais un effort, fais du dhikr, prie ta prière à l'heure, c'est très bien, et justement en tant que professionnel de la santé musulmane, justement c'est un des outils, hein, c'est vraiment ce travail spirituel là qui permet aussi à la personne de se recentrer sur soi et de retravailler sa relation verticale avec Dieu, qui va l'aider justement petit à petit à sortir d'une addiction. Mais à côté de ça, il y a une prise en charge précise. Médical aussi. Voilà, c'est pas, comme on dit, c'est pas de la psychologie ou de la sexologie de comptoir, hein, qu'on fait, voilà, petite ordonnance, voilà, fais ta prière à l'heure et puis ça va aller. Non, il faut comprendre Mhm. justement d'où vient cette addiction, puisqu'il y a très souvent on va dire un phénomène, un événement déclencheur, un besoin sous-jacent qui fait que la personne, elle va toujours avoir envie de retourner encore et encore là-dedans. Mhm. Et tant qu'on comprend pas ça et qu'on comprend pas justement le mode de fonctionnement de la personne, on va pas pouvoir traiter cette addiction. Mhm. Ouais, ce que tu dis en fait, c'est que c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas pris à l'heure et tu seras guéri, c'est découvrons le mal, allons à l'origine en tout cas de la souffrance, Mhm. et puis après pour la soigner effectivement, on utilisera tout ce qui est à notre disposition parce qu'en tant que croyant, eh bien on a la conviction que l'âme, le corps et l'esprit, le cœur sont liés, et il faut pouvoir apporter une guérison à tous ces endroits-là en fait. Tout à fait. Et c'est hyper intéressant que tu parles justement du corps, de l'esprit et de l'âme. Ces trois dimensions qui, pour moi, doivent être prises en compte et pas une Ouais. indépendamment de l'autre. Pendant longtemps, on a soigné que le corps, on va dire dans la médecine classique, puis que l'esprit chez le ou la psychologue ou le ou la psychiatre, et puis l'âme chez le référent religieux. Et en fait, à un moment donné, il faut vraiment une prise en charge holistique. Et comprendre justement comment l'une et l'autre dimension sont liées, l'une et l'autre dimension sont reconnues et prises en charge par la personne elle-même concernée, par la personne soignée, le patient, la patiente, le client, la cliente, ça dépend comment on conçoit les choses. Et là aussi, c'est de la rendre responsable, mais dans le sens noble du terme. Tu vois, Bien c'est pas sûr. dans le sens accusateur, mais c'est dans le sens, voilà, chacun prend soin. C'est vraiment ça, c'est prendre soin de son âme, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. Moi, c'est une question que j'aime beaucoup poser à mes patients au cabinet, quand ils vont s'asseoir sur le fauteuil, c'est comment ça va? Puis souvent, ils disent oui, alhamdoulilah, ça va. Je dis, ok, je répète la question, comment est-ce que tu vas? Et puis, comment va ton âme? Et souvent, subhanallah, c'est une question qui se sont rarement posées. Comment va mon âme? Et là, tu vois, c'est une prise de conscience de quelle manière est-ce que je prends soin de mon âme. Tu vois, on se dit, ouais, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Bah, ouais, je fais du sport, je fais un petit soin, je fais attention à ce que je mange. Ok, très bien.
comment tu prends soin de ton âme? Et là, on a rarement pris le temps de se poser et de réfléchir à cette question-là. Et là, le fait de considérer la personne qui vient, par exemple, pour une addiction à la pornographie, ok, tu sais quoi, on va laisser l'addiction à la pornographie de côté. Je vais d'abord, te prendre toi en considération. Tu ne te résumes pas à l'addiction à la pornographie. Parce que souvent, ils sont aussi dans l'autoflagellation, tu vois. Je ne suis qu'un addict au porno, je ne suis qu'une addict au porno. Non. Tu n'es pas un addict au porno. Tu es une personne qui souffre d'addiction à la pornographie. Et ça change tout. Donc là aussi, c'est pouvoir aussi, en tant que soignant, se remettre en question dans nos pratiques, de ne pas venir coller une étiquette à la personne et de ne pas avoir une prise en charge réductionniste. C'est vraiment pouvoir un petit peu prendre de la hauteur et pouvoir aussi amener de la rahma dans nos prises en charge. Parce que quand il y a une addiction, il y a une souffrance, et très souvent les personnes, elles manquent de rahma envers elles-mêmes. Et indirectement, quand elles ont le courage, parce qu'il faut du courage pour aller voir quelqu'un et dire Évidemment. J'ai ce problème-là, quand elles ont eu le courage d'aller en parler à quelqu'un, inconsciemment, en fait, elles sont là en train de demander de la rahma. C'est hyper beau. Et quand la personne qui entend ça, là je parle pas forcément en tant que professionnel de la santé, je peux parler même en tant que référent religieux, quand la personne elle vient et qu'elle dit j'ai ce problème-là, sinon on s'arrête à un problème et qu'on se dit tu vois quoi, même que notre non-verbal, il montre du jugement, il montre un jugement, la personne qui est en souffrance, elle voit que c'est pas la porte de la rahma qui est ici. Littéralement, elle sent une porte qui se ferme en fait. Exactement. Donc derrière, Exactement. pour l'ouvrir à la discussion, c'est compliqué. Tout à fait. Si je reviens justement sur le terme de la rahma, je trouve que tu nous offres une très très belle transition, Zina, parce que il est temps de parler de la culture de la hashma, parce qu'il me semble qu'il y a un lien finalement entre les deux. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.